C'était le 1095e jour d'emprisonnement de ce type dans ce monde. Les pensées d'évasion ne le quittaient jamais une seconde, quoi qu'il fasse. Pendant longtemps, il n'a ressenti que souffrance, déception et désespoir. Mais lorsque la vie est devenue complètement insupportable, un homme est apparu qui a allumé en lui la flamme de l'espoir. Le gars, d'un mouvement brusque, enfonce la pointe de l'épée directement dans le sable du désert. Il jure qu'il sortira cette fille d'ici saine et sauve. Peu importe ce à quoi il devra faire face pour atteindre son objectif. Ce type est choisi par le ciel. C'est un génie au destin difficile. Alors qu'il poursuivait une fille, il eut la malchance d'être frappé par la foudre. Étudiant assidu, maître de kendo sans aucune expérience amoureuse et qui n'a même pas joué à un seul jeu, il n'est encore qu'un enfant, étranger à tout le monde. En raison de circonstances imprévues, il a commencé son voyage à travers le jeu dans un autre monde, où les conditions naturelles sont terribles et où la zone n'est accessible par aucun signal. Ce monde est plein de monstres en colère et de dangers. La seule façon de survivre ici est d'affronter continuellement des monstres. À chaque instant, il doit devenir de plus en plus fort pour gagner. Il doit également augmenter ses points d'expérience et augmenter de plus en plus son niveau. Dans ce monde, il devra constamment changer d'arme pour des armes plus avancées afin de survivre. De plus, il doit débloquer le système secret des mercenaires. Parmi eux se trouvent des personnages tels que le guerrier, l'assassin ou le support. Au premier abord, il peut sembler que le système de mise à niveau soit assez simple. Mais ce n'est que jusqu'au moment où les dieux du meurtre ne feront plus obstacle. Pour la première fois, le gars ressentit une peur aussi perçante, comme si sa volonté avait été complètement supprimée. C'est comme un jeu du chat et de la souris. C'est comme si Dieu s'apprêtait à rendre son verdict final. Mais il y a une chose qui n'est pas claire. Comment se fait-il que, même s'il trébuche toujours, ce type se remette sur pied à chaque fois? Et quand il perd, pour une raison quelconque, il réessaye? Rien ne peut l'arrêter. Et même lorsque la vie ne tient qu'à un fil, sa volonté de se battre ne faiblit pas. Cela activera la bénédiction spéciale de la déesse Latone. Désormais, une centaine de points supplémentaires sont ajoutés à tous ses attributs, tels que la force, la vitesse, les dégâts et l'endurance. Qu'est-ce que ça fait d'être un dieu? Le nom de ce type est Chen Jil. À première vue, il n'est absolument pas différent de ses pairs. Aux yeux des autres, c'est un lycéen assidu. Il était considéré comme l'un des étudiants les plus brillants, dont l'avenir, selon les professeurs, était rempli de brillantes perspectives. Il n'y a jamais eu de difficulté qu'il ne pouvait résoudre. Jusqu'à récemment, tout a changé lorsqu'il est tombé amoureux d'une fille en difficulté. « Jill, fais tes devoirs pour moi, je pars en quête ce soir. » Elle tend son cahier au gars. Le gars est gêné au point de rougir vivement sur ses joues et tout ce qu'il peut faire, c'est d'accepter tranquillement. Vous pouvez entendre les cris d'un professeur en colère dont les enfants interfèrent avec son cours. « Puis-je jouer à ce jeu avec toi aussi ?» demande Jill. À la sortie de la classe, la fille accepte, car elle n'a tout simplement pas assez de soutien. Le soir, viens au village des nouveaux arrivants. Ma carte d'identité est chérie, fait un clin d'œil la fille. Ce jour-là, curieusement, il a commencé à pleuvoir et maintenant rentrer à la maison sera beaucoup plus difficile que d'habitude. Jill espère que personne n'aura soudainement besoin d'allumer des appareils électriques inutiles aujourd'hui, car il aimerait vraiment jouer sans interruption. Le gars parvient toujours à rentrer à la maison à l'heure et, en entrant dans la maison, il dit à sa mère qu'en raison du temps, ils ont été renvoyés chez eux plus tôt aujourd'hui. « Faites une pause pour l'instant, le dîner sera bientôt prêt », lui répond-elle avec un gentil sourire sur le visage. « Puis-je commander dès la livraison ?» demande Jill. Cela ne dérange pas maman et promet de laisser la nourriture devant sa porte. Jill, à ce moment-là, est déjà impatient de commencer à jouer. Sa mère est un peu inquiète à ce sujet, car elle ne voudrait pas que son fils joue trop sans se reposer. L'essentiel est qu'il se souvienne au moins de manger. Il a dû déjà accepter de jouer avec quelqu'un aujourd'hui, peut-être même avec une fille, puisqu'il est tellement pressé, pensa-t-elle. Peu à peu, le temps à l'extérieur de la fenêtre se détériore de plus en plus, épaississant les couleurs du ciel qui, se remplissant de plomb, devenaient de plus en plus sombres et menaçants. Sans plus prêter attention à ce qui se passait derrière la fenêtre, le type, déjà dans sa chambre, se mit à déballer le jeu avec impatience. Le jeu VR Cosmos est désormais le plus populaire parmi tous ses amis et connaissances. Pour jouer, vous n'avez besoin que d'un seul casque. En fait, c'est sa première expérience de jeu. Et Xiaomei, la fille qu'il aime tant, est probablement déjà une véritable experte en la matière. Mais ce n'est pas effrayant. Jill s'en sortira certainement. Il a confiance en ses capacités.
Plusieurs messages de mail l'empêchent de regarder le casque. La fille est déjà dans le jeu et l'attend vraiment. Sans perdre de temps, le gars enchaîne le jeu. Il passe ensuite le casque par-dessus sa tête par anticipation. En riant, il pense que ce sera leur premier rendez-vous, quoique plutôt inhabituel. Il ferme les yeux et se plonge complètement dans le jeu. Peu à peu, une connexion complète s'établit et le monde qui l'entoure change. L'espace qui l'entoure semble assez inhabituel. Le bruit des gouttelettes d'eau qui tombent peut être entendu partout. Jill plisse les yeux à cause de la lumière vive et écarte sa main des éclaboussures inattendues. « Merci pour votre achat, bienvenue chez Cosmos ». Un panneau apparaît avec une inscription lumineuse. « Ça a l'air plutôt cool », pense Jill. Cosmos est un jeu de survie, et vous découvrirez ici les histoires des mythes de tous les pays, dit une voix mécanique, semblant venir de partout en même temps. Dans ce monde, des dangers vous attendront de toutes parts. Ici, vous trouverez des trésors et rencontrerez des merveilles. Choisissez votre classe et commencez l'aventure. Mais a mentionné un support. Alors Jill décide d'opter pour cette option. Cette fois, il choisira un guérisseur. Pour l'achat du jeu, les vêtements gratuits suivants sont à votre disposition, poursuit la voix. Le gars décide que pour leur premier rendez-vous inhabituel, il n'a pas besoin de vêtements ordinaires. Il va donc porter quelque chose d'un peu formel. Le jeune homme choisit un costume classique noir strict, et après quelques secondes, son image est prête. Jill est satisfait de sa nouvelle apparence. Il ne lui reste plus qu'à attendre que le jeu soit complètement chargé. À l'heure actuelle, tout ne se passe pas si bien dans le monde réel. La ville a déclaré un niveau d'alerte rouge et tous les habitants sont priés d'éteindre les appareils électriques pour éviter un accident. L'un des éclairs les plus puissants frappe soudainement la maison de Jill sans méfiance et de sa mère. Le gars n'a pas entendu les avertissements, car il était déjà dans le jeu et était trop passionné. Par conséquent, il a continué calmement à passer du temps dans la réalité virtuelle, sans remarquer le danger. Il ne voit rien autour de lui, complètement absorbé par l'attente de son premier rendez-vous avec May. Ce qui se passe est d'autant plus inattendu pour lui. Lightning s'approche de lui brusquement et sans prévenir, le gars n'a même pas le temps de comprendre quoi que ce soit. La pièce entière s'illumine d'un éclair lumineux. Jill est projeté à plusieurs mètres au-dessus du lit et il est suspendu dans les airs, retenu par un courant électrique. La lumière d'un éclair éclaire la rue à travers les fenêtres de sa maison. Les éclairs continuent de clignoter presque continuellement les uns après les autres. Quelque chose d'incompréhensible se passe dans la chambre de Jill, et à l'endroit où il vient de se coucher, seul son casque repose seul. À ce moment-là, sa mère entre pour savoir s'il a éteint tous les équipements. Où est-il allé? Elle est surprise. Elle ne sait pas que Jill vient de recevoir une nouvelle mission. Pendant ce temps, dans le monde virtuel, les monstres se rapprochent de plus en plus de May sans défense. Ses vêtements sont déchirés et sales, et son épée cassée repose dans un morceau de métal inutile sur le sol à côté d'elle. « Que quelqu'un me sauve !» La fille crie désespérément. Les monstres se figent à proximité pendant une seconde, aveuglés par un soudain éclair de lumière venant de loin. L'aide est à portée de main. Jill s'approche résolument de la jeune fille, avec la ferme intention de la sauver. Il brûle les monstres avec son seul regard de feu, mais regarde autour d'elle avec incrédulité, sans se rendre immédiatement compte qu'elle a été sauvée. « Désolé d'être en retard, mais maintenant tu n'as plus rien à craindre », dit doucement Jill en se penchant vers la fille et en l'aidant à se relever. « Tu es mon héros », murmure-t-elle avec gratitude. Le gars se penche plus bas, ferme les yeux et leurs lèvres se touchent. « Prends ton temps », marmonne-t-il mécontent. « Mon visage tout entier est déjà couvert de bave », dit le gars, et il ouvre les yeux pour voir immédiatement un lézard assis sur lui. Tout ce qui s'est passé s'avère n'être qu'un rêve, et il ouvre les yeux sous le choc. Peu. Le gars crie, se relève brusquement et jette le méchant lézard. Le lézard s'enfuit et Jill reste assis là, perplexe, essayant de comprendre de quoi il s'agissait. Ce jeu a un transfert de sensations étonnant, pense-t-il. C'est comme si de l'électricité parcourait votre corps, mais c'est une sensation plutôt agréable. Jill se lève pour examiner de plus près la zone autour d'elle. Apparemment, il est déjà dans le jeu lui-même. Tout ici est très réaliste. Même la sensation de chaleur insupportable sous le soleil de plomb du désert. La première fois, il était censé être chargé dans le village des nouveaux arrivants. Mais pour une raison quelconque, il n'y a personne ici, et cela ne ressemble pas du tout à un village. Le gars décide d'écrire à May et de lui demander où il devrait aller ensuite. Il saisit la carte d'identité de la jeune fille dans la barre de recherche et attend patiemment, protégeant ses yeux du soleil avec sa paume. Le joueur n'a pas été retrouvé. Une inscription apparaît sur le plateau de jeu. C'est très étrange. Cela n'aurait pas dû se passer ainsi,
car Gilles est sûr de s'être bien souvenu de la carte d'identité de la fille qu'il aimait. Il décide d'essayer de retrouver le village des nouveaux arrivants. Peut-être que May l'attend déjà quelque part à proximité. Gilles avance prudemment, tâtant chaque centimètre carré de la surface sablonneuse, ses bottes s'enfonçant dans le sable mouvant, laissant de profondes empreintes derrière lui. Le regard du gars était fixé sur l'horizon, essayant d'attraper au moins un repère, et des gouttes de sueur coulaient sur son visage tendu en un ruisseau orageux. Finalement, une carte apparaît devant lui avec sa position actuelle. Gilles se rend compte qu'il s'est trompé et qu'il n'y a pas de village de nouveaux arrivants à proximité. Où en suis-je arrivé? Il réfléchit avec confusion. Le gars décide d'essayer de contacter le support technique. Il ouvre la fenêtre de jeu et attend patiemment que le signal se charge. La chaleur dans ce désert est ressentie non seulement comme une température élevée, mais comme un mur dense et brûlant qui s'abat sur tout le corps, ne vous permettant pas de respirer et de penser calmement. Sous les rayons lumineux du soleil, la sueur sur sa peau scintille comme de petites gouttes de rosée. Mais cette rosée n'apporte pas de rafraîchissement, mais rappelle seulement la chaleur qui tourmente son corps. La zone où vous vous trouvez est en dehors de la zone de service, indique une nouvelle inscription dans la fenêtre de jeu. Même le service client est déconnecté dans cet endroit oublié, se rend compte Gilles. Par une journée chaude, selon les statistiques, environ 900 millilitres de sueur sont libérés chaque heure. Cela signifie que les évanouissements et la déshydratation ne sont qu'une question de temps. Gilles ne s'attendait pas du tout à ce que le jeu soit si difficile et décide de quitter cet endroit afin de demander plus en détail à May dans le monde réel. Quel est le problème et comment jouer correctement? Mais un avertissement concernant une sortie non autorisée apparaît dans la table de jeu. Gilles n'en croit pas ses yeux. Le gars se fige, regardant un point. C'est une blague, n'est-ce pas? Il réfléchit et essaie à nouveau d'appuyer sur le bouton de sortie. Extrêmement irrité, il appuie nerveusement plusieurs fois sur le bouton, fronçant les sourcils, mais toutes ses tentatives pour quitter le jeu n'aboutissent à rien. Quelle autre sortie non autorisée? Le gars s'énerve de plus en plus, ne cessant d'appuyer agressivement sur le bouton. Suis-je vraiment enfermé ici? L'inscription concernant la sortie non autorisée se transforme en « une nouvelle tâche reçue », ce qui choque encore plus le gars. On ne sait pas ce qu'il attend, mais il est clair qu'il doit survivre quoi qu'il arrive. Mais il voulait juste jouer avec la fille qu'il aimait, alors pourquoi était-il enfermé ici? Dans une rage impuissante, il abat son poing sur le sable, soulevant derrière lui un nuage de poussière et de chaleur. Le gars avait déjà tout essayé, mais il ne parvenait toujours pas à s'en sortir. Va-t-il vraiment rester ici pour toujours? Le temps passe trop lentement et douloureusement, et après 8 heures passées dans le jeu, sa confiance en sa propre force s'est complètement tarie. Mais il parvint presque à s'habituer à l'idée qu'il ne sortirait jamais d'ici. Ce monde ressemble trop au monde réel, et la chaleur et la soif vous donnent la nausée et même le vertige. S'il ne trouve rien, alors il pourrait mourir, et cette situation n'est pas du tout inspirante. Il lui suffit donc d'aller chercher de l'eau. Gilles se penche et ramasse un petit caillou gris auparavant discret. Il était une fois son grand-père qui regardait une émission sur la survie et qui mentionnait une propriété très utile de ces pierres, appelée ardoise. De telles pierres se trouvent souvent à proximité d'une source d'eau. Cela signifie que l'on peut conclure que l'eau se trouve là où il y a beaucoup de schiste. Gilles avance de manière décisive, essayant d'ignorer le soleil impitoyablement brûlant. Il continue de bouger avec obstination, mais si le gars pouvait se retourner, il verrait une gueule de loup souriant à quelques mètres derrière son dos. Sous les crocs acérés de la bête, une salive visqueuse suintait et s'étirait, laissant des traces sales et scintillantes sur le sable. Le gars sans méfiance se dirige obstinément vers son objectif, atteignant finalement une grotte. Il espère que son hypothèse sur le schiste est correcte. Dans le silence absolu de la grotte, le bruit des gouttes d'eau qui tombent se fait clairement entendre. Épuisé par le long voyage, Gilles remarque immédiatement les reflets de l'eau dans les profondeurs de la grotte. La soif est déjà devenue un désespoir qui pénètre chaque pensée, privant d'espoir et faisant oublier tout sauf l'eau. En raison de la sécheresse, ses lèvres étaient raides. Chaque mouvement de celle-ci provoquait de la douleur et de l'inconfort à cause des fissures sèches qui se formaient. Avec ses dernières forces, le gars s'est précipité plus profondément dans la grotte, remarquant à peine un puits plein d'eau. Les mains tremblantes, il cherche le liquide salvateur. Gilles, précipitamment et goulûment, plonge tout son visage dans le puits pour enfin étancher sa soif insensée. Lui, comme un animal affamé, se penchait sur le puits, aspirant avidement l'eau, comme s'il essayait d'en boire chaque goutte.
C'est agréable de se sentir à nouveau vivant, pense le gars. Pendant ce temps, le loup, d'abord lentement et prudemment, puis plus vite et de manière plus décisive, s'approcha de l'entrée de la grotte. Il ne courait pas, mais rampait plutôt et ses pattes couvertes d'une épaisse fourrure marchaient silencieusement sur le sable. Après avoir étanché sa soif, le gars s'est allongé négligemment sur le sol frais de la grotte, s'accordant un peu de répit et le temps de réfléchir. Il a résolu le problème de l'eau. Maintenant, il doit trouver un moyen de sortir d'ici. Le gars décide de chercher à nouveau quelque chose dans le menu de cet étrange jeu. Il est sûr qu'il doit y avoir au moins un indice dans ce désert. Jill ouvre à nouveau la carte du jeu et commence à en examiner attentivement chaque centimètre carré. Mais cette carte ne montre que la zone qu'il a déjà explorée, ce qui signifie qu'il ne pourra pas du tout le faire. Juste au cas où, il devrait étudier attentivement toutes les données système disponibles. À son grand regret, Jill se rend compte que ses performances de jeu sont trop faibles, qu'il n'a ni dégâts ni capacité spéciale, et qu'en cas de danger, il ne devra compter que sur la vitesse de ses propres pieds. Le gars décide alors de voir quel équipement il a ici. Le système l'invite à recevoir un kit de démarrage, et il accepte. Cela lui semble un peu étrange que le soutien ait droit à une épée, mais cela ne peut que lui plaire. Une arme sera certainement utile pour la sécurité. Petit à petit, la confiance apparaît dans les yeux du gars. Il balance son épée un peu maladroitement, ce qui s'accompagne du bruit caractéristique d'une lame de fer coupant l'air. Le gars se tient fermement au sol, essayant de trouver l'équilibre nécessaire pour contrôler cette arme. Jill attrapa la poignée plus confortablement, et plus il serrait l'épée, plus sa détermination grandissait, comme si la puissance de l'arme lui était transférée. D'un mouvement fluide, l'épée glissa dans les airs, ne laissant derrière elle qu'une légère traînée. À chaque coup, l'épée devenait plus lourde, comme si le poids de la terre était concentré dans sa lame. Le gars se déplaçait lentement et prudemment dans la grotte, s'habituant à la sensation de l'arme dans ses mains. Ses mouvements avec l'épée devinrent fluides et rapides. Une épée est bien plus puissante qu'une vraie arme, pensa-t-il à un moment donné. Jill a maintenant appris que le jeu comporte de nombreuses visualisations, puisque même le niveau d'usure de l'arme est affiché sous ses yeux. Le silence de la grotte est interrompu par le fort grondement de son estomac. Alors qu'il n'y a pas encore d'indice, le gars décide de partir à la recherche de nourriture, sinon il ne tiendra pas longtemps ici. Un vague bruit provenant des profondeurs de la grotte interrompt ses pensées. Il se retourne et regarde autour de lui avec un regard intense. Jill décide d'aller un peu plus loin et de voir ce qu'il y a là-bas. La grotte s'avère plus spacieuse qu'il n'y paraissait à première vue. Il a déjà soigné sa soif, il peut maintenant regarder autour de lui. L'attention du gars est attirée par un os blanc posé sur le sol de la grotte. Lentement, il lève les yeux et n'en croit pas ses yeux. Directement devant lui se trouve un énorme tas d'os de certains animaux. Il ne comprend pas d'où elle a pu venir ici. Le type se penche et ramasse avec précaution un des os. Les marques des dents énormes et pointues de quelqu'un y sont clairement visibles. Récemment, il avait déjà vu cela dans l'un des livres. « C'est mauvais », réalise Jill. « On ne peut plus rester ici, ça devient trop dangereux. » Avant qu'il ait le temps de réfléchir jusqu'au bout, il entend le crépitement des pattes sur le sol de la grotte d'un monstre qui court droit vers lui. Le loup se jette sur l'homme en quelques secondes, cassant vicieusement sa mâchoire aux dents acérées juste devant son visage. Les yeux de Jill s'écarquillèrent de peur et sa respiration devient difficile. Cependant, malgré la rapidité de l'attaque du loup, il parvient à esquiver à la dernière seconde et à éviter une morsure mortelle. Il doit faire un saut périlleux dans les airs pour éviter l'attaque furieuse et sauver sa vie. Devant lui se trouve un loup du désert de niveau 5. Son avantage est la durabilité et il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 15 km/h. De plus, lorsqu'il poursuit une proie, l'animal peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 65 km/h. Jill voit que leur différence peut atteindre 3 niveaux, ce qui signifie pour lui une chance de défaite trop élevée et 200% de dégâts. Il y a donc vraiment des monstres dans ce jeu, pense-t-il. Ce loup est beaucoup plus rapide que Jill. Le gars comprend qu'il est déjà inutile de courir. Cela signifie qu'il n'a pas le choix et qu'il devra combattre ce monstre. Le jeune homme sort résolument l'épée du fourreau accrochée à sa ceinture. S'il perd face à cette créature, alors seule une mort douloureuse l'attend et rien de plus. Dans les yeux du gars, on peut voir la sombre détermination à se battre jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Au cours de sa première année de lycée, Jill a dirigé le club de kendo. Sa diligence et son talent naturel pour l'escrime, ainsi qu'une discipline stricte, ont fait de lui un leader reconnu. Le but de chaque nouvel entraînement était d'atteindre la perfection. Chaque mouvement devait être précis et chaque action vérifiée dans les moindres détails.
L'entraînement au kendo était comme une danse, où chaque mouvement faisait partie d'une action coordonnée et rythmée. Gilles est devenu le plus jeune maître 6e dan de son pays. La raison d'une telle diligence dans l'étude des arts martiaux était assez simple. Dans sa jeunesse, la mère de Gilles était une fan active de ce sport. Même alors, elle était obsédée par Kimura, une star du kendo très populaire. C'est pourquoi le gars a commencé à pratiquer cet art martial dès la petite enfance. Lorsqu'il a commencé ses études, il lui semblait qu'il suffirait de porter de beaux vêtements et de se battre avec prétention. Mais après avoir approfondi un peu l'entraînement, il s'est rendu compte que les mouvements n'étaient pas simples du tout. Et face à un adversaire en uniforme, il s'avère que votre cœur bat la chamade et que votre respiration est courte. Le voile de l'horreur vous enveloppe dans un cocon dense à travers lequel il est impossible de percer. Dans de tels moments, même le corps peut difficilement être forcé de bouger. Et c'est la faiblesse qui est à l'origine de l'horreur qu'éprouve le gars. La seule façon de se débarrasser de cette faiblesse est la formation continue. Seul un travail constant sur vous-même et vaincre la paresse vous aidera. Et c'est ainsi que le gars passait tout son temps libre dans un dojo, qui n'avait pas de climatisation, perfectionnant chaque mouvement plusieurs fois, perdant constamment, se blessant gravement, s'entraînant et prenant swing après swing, il marchait continuellement vers son objectif. L'entraînement était comme une méditation, où l'esprit et le corps fusionnaient, et l'esprit devenait de plus en plus fort à chaque instant. Chaque entraînement était une bataille contre moi-même, contre ma faiblesse et mon incertitude. Cela a continué jusqu'à ce que Gilles devienne le plus jeune maître du 6e dan. Ces formations lui ont apporté de nombreux bénéfices. Après tout, dans un monde où règne la loi de la jungle, il est impossible de prédire à quel point votre prochain adversaire sera terrifiant. Le gars saisit plus fort la poignée de l'épée, attendant le bon moment pour attaquer. Il est temps, il a compris. Gilles est sûr que la principale erreur de ce loup sera de sous-estimer son adversaire. Pour cette raison, il est profondément choqué lorsqu'il se rend compte que son attaque était complètement inutile. Le gars n'en croit pas ses yeux. Pas un seul coup d'épée ne cause de dégâts à ce monstre. Il tente à nouveau d'attaquer, mais toutes ses tentatives échouent. Le prochain coup du loup était si puissant que le gars a été projeté directement contre le mur et il n'a pas pu se tenir debout. Ce coup transperça tout son corps. La douleur se propagea du point d'impact à tout son corps, lui coupant le souffle et le privant de force. Les yeux du gars étaient pleins de détermination. Ses mouvements étaient rapides, précis et pleins d'une force indomptable. La voix sans visage du jeu rappelle que le loup du désert possède une armure extrêmement puissante et que son seul point faible est son ventre. Gilles se rend compte qu'il est inutile de frapper ailleurs que sur le ventre de cette bête. Tout est clair sur le point faible, mais il est trop rapide et à chaque fois il essaie de le mordre à mort tout de suite. Le combat continua, chacun cherchant le point faible de la défense de l'autre. Gilles ne fait que se défendre, et le loup le pousse peu à peu contre le mur. À chaque instant, il se rapproche de plus en plus. Si cela continue, tôt ou tard, le gars perdra. Gilles pouvait sentir la fatigue s'accumuler dans ses muscles, mais l'adrénaline lui donnait un peu plus de force pour se battre. Devra-t-il vraiment mourir dans cette grotte ? Votre santé est à ses limites, et un traitement est nécessaire. L'inscription apparaît à nouveau dans l'air. Gilles a finalement compris comment accéder au ventre de cette bête insaisissable. À ce moment-là, le loup glisse avec anticipation ses griffes le long du sol en pierre de la grotte, émettant ainsi des sons désagréables et perçants. Si le plan du gars fonctionne, il pourra enfin achever cette créature. Avec ses pensées, Gilles se lance à l'attaque de toutes ses forces. Plusieurs gouttes de sang écarlate brillante tombent sur le sol de la grotte. Du sang coule sur la chemise de celui qui a permis au loup d'enfoncer ses crocs dans son épaule. Ainsi, Gilles distraya le monstre afin de trouver le bon moment pour son attaque. La lame de l'épée glisse rapidement le long du ventre de l'animal et déchire son corps. Une expression de sombre satisfaction se fige sur le visage du gars. Finalement, tout s'est bien passé et la victoire lui appartenait. Le plan visant à lui permettre délibérément de se mordre afin de baisser sa garde a clairement réussi. Un panneau apparaît devant le gars indiquant que le loup du désert a été tué et que 6000 points d'expérience ont été reçus, que le 5e niveau a également été atteint et que 25 points de compétences sont disponibles. Après lecture, l'inscription disparaît et le gars est enveloppé dans un cocon de lumière éclatant. Après avoir atteint un nouveau niveau, ses blessures ont immédiatement guéri, ce qui est une bonne nouvelle. Le système de plateforme de trading de niveau caché est en cours de lancement. Cela rend le gars extrêmement confus. N'oubliez pas qu'il est dans le monde du jeu et qu'il est typique dans les jeux de donner des points d'expérience pour tuer des créatures
et pour augmenter le niveau d'attribuer des points à distribuer. Cependant, il n'est pas tout à fait clair ce qu'est la plateforme de trading elle-même. Jill décide de la regarder et de tout découvrir. Plusieurs fenêtres lumineuses contenant des informations apparaissent devant les yeux du gars. Il voit une pièce d'équipement appelée Bloody Calamity avec des statistiques assez puissantes. Mais il y a bien plus d'éléments utiles au-delà de cela. Albert impérial rituel. La beauté du chevalier noir. Gloire dorée. C'est une plateforme de trading. Le gars le comprend. Un certain niveau est requis pour débloquer l'inventaire. Et lors de l'achat d'articles sur le marché, le niveau est consommé. Ce qui est extrêmement inhabituel ici, c'est qu'en plus des armes et des armures, vous pouvez également acheter des équipements ménagers et des appareils électriques. Jill ne comprend pas qui achèterait même des appareils électroménagers dans le jeu, surtout pour autant de niveaux. Et le même système de mercenaires nécessite généralement une centaine de niveaux. Le gars décide de voir en quoi consiste ce système. Il appuie sur un bouton et soudain une fille masquée apparaît juste devant son visage. Jill la regarde avec surprise. Pas tout de suite, mais il se rend compte que devant lui se trouve juste un hologramme. Peu à peu, d'autres personnages apparaissent à côté d'elle. Un guerrier qui a l'air assez intimidant. Un tank dont le rôle principal est d'absorber les dégâts et d'empêcher les autres alliés d'être attaqués. Un magicien qui peut changer le monde qui l'entoure selon sa volonté. Un assassin avec un talent particulier pour tuer. Le système de mercenaires dans ce jeu est assez varié, comprend Jill. Mais ensuite, le regard du gars se pose sur l'une des silhouettes qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Il y a du soutien devant lui. Qui a inventé une classe aussi impuissante? Jill est indignée. À ce rythme-là, il sera coincé ici pour toujours. À ce moment-là, le système informe le gars qu'avec son niveau actuel, il est possible de débloquer uniquement des biens de tous les jours. Jill est ennuyé, car il s'en souvient déjà très bien. Les produits du quotidien ont été débloqués sur 5 niveaux et l'activation a réussi. Le gars reçoit 5 petits pains sucrés et 3 paquets de cola. Maintenant, il peut survivre pendant un certain temps avec la nourriture qu'il a achetée et ne pas mourir de faim. Cependant, vous devez toujours sortir d'ici d'une manière ou d'une autre, et Jill demande au système de lui montrer la fenêtre des caractéristiques. Par conséquent, le gars devra temporairement compter sur l'augmentation de ses caractéristiques, car elles affecteront directement son destin futur. L'armure détermine la capacité de survie, la magie affecte les dégâts des attaques magiques, la force augmente les dégâts physiques, l'endurance améliore la défense, et l'agilité améliore considérablement la vitesse de déplacement. Dans le combat avec le loup du désert, la différence entre eux était de 5 niveaux, mais en force et en vitesse, il surpassait de loin le gars. Et si à l'avenir il rencontre d'autres monstres brutaux, alors pour gagner, il serait bon de devenir plus rapide et d'augmenter dommage. Le gars choisit la combinaison souhaitée, et maintenant 5 points d'armure le rendront plus durable. 10 points de force l'aideront à mieux résister aux attaques des monstres, et les points restants augmenteront sa vitesse. Après avoir renforcé les caractéristiques, le corps change également. Il se remplit de force et devient encore plus flexible. C'est une sensation plutôt agréable de renforcement de l'ensemble du corps. Soudain, le gars entend un grand hurlement derrière lui et se retourne. Juste devant lui se tient toute une meute de loups qui grognent vicieusement. Et c'est très utile, car il sera possible d'évaluer le résultat du pompage. Aujourd'hui, votre repère sera laissé intact. Le gars crie. Sans même une seconde d'hésitation, toute une meute de loups se jette sur lui, avec l'intention de se préparer un délicieux dîner. À chaque attaque et parade, la grotte se remplissait de bruits de combat, tels que des cliquetis de métal, des grognements ou des pattes frappant la pierre. Cependant, cette fois, Jill n'avait besoin que d'un seul geste habile pour faire sauter la tête de l'un de ces monstres. Avec ses dégâts actuels, l'armure de ces loups ne les sauvera pas de la mort. Les yeux brillants des loups sont remplis de rage et de soif de sang. Cependant, à chaque coup d'épée, le nombre du troupeau diminue rapidement. Le renforcement des caractéristiques a également amélioré l'art de l'épée. Ce type, désormais encore plus rapide et agile, évitait facilement les morsures et les griffes, délivrant des coups précis. Une meute de loups a regardé avec perplexité le gars s'envoler jusqu'au plafond avant sa prochaine attaque. Il empêche les loups de l'entourer, changeant constamment de position et frappant, mettant les animaux hors de combat à chaque mouvement. La lame de son épée, qui monte et descend, bloque leur chemin, ne leur laissant aucune chance de percer jusqu'à lui et d'attaquer. Les coups de l'épée sont précis et mortels, touchant la cible à chaque fois. Avec un niveau augmenté, tuer des monstres est désormais beaucoup plus facile. Après ce combat,
Le gars atteint le niveau 15 et reçoit des points supplémentaires. À la fin de la bataille, la nuit est tombée dehors. Le gars décide que pendant qu'il fait frais dehors, il peut essayer de chercher un moyen de sortir d'ici. Il quitte la grotte et son pied heurte immédiatement quelque chose de mou. Les yeux du gars s'écarquillent de surprise. Il lève les yeux et voit un grand nombre de cadavres de loups ensanglantés, éparpillés dans la grotte. Gilles ne comprend pas pourquoi ils sont tous morts et qui a fait cela. Il se penche sur l'un des animaux morts, cherchant plus d'informations. L'attention du gars est attirée par un son venant de quelque part au-dessus. Il lève les yeux et intuitivement sa main tend déjà la main vers l'épée. Une image étrange et plutôt effrayante apparaît devant ses yeux. Non loin de là, Gilles aperçoit la silhouette d'un homme inhabituel, qui à ce moment-là déchire d'énormes monstres à main nue. Qui est-ce? Le gars réfléchit longuement, essayant de mieux voir. Il est trop loin de l'homme pour voir son visage. Mentalement, il se demande quoi faire ensuite. Le gars décide de se diriger dans la direction où il a aperçu la silhouette de cet homme. Il ne trouve personne. Mais à en juger par les cadavres des loups, quelqu'un était bien là. Cela ne fait aucun doute. Peut-être était-il lui aussi enfermé dans cet étrange jeu? Le gars utilise une épée pour soulever l'un des cadavres afin de l'examiner plus en détail. C'était comme si tout le sang de ce loup avait été aspiré. Les doutes commencent à s'installer dans la tête du gars. Était-ce vraiment un autre joueur qui avait commis une telle atrocité? Gilles se rend vite compte qu'il s'était trompé dans ses hypothèses. Un autre signe l'avertit qu'une créature vivante non identifiée de niveau moyen de danger et d'hostilité a été découverte. La créature est une créature hautement spirituelle et est sur le point d'attaquer. Le gars écoute attentivement. Grâce à cela, il est capable de choisir le bon moment pour frapper. Quelques gouttes de sang brillant coulent de son épée. Il réussit à blesser le nouveau monstre qui s'approchait trop près. Cependant, cela réduisait la durabilité de son arme jusqu'à 25%. Le gars comprend que ce n'est pas un homme qui a tué les loups. Le nouveau monstre s'approche de lui lentement et en douceur. Gilles se rend compte que ce combat ne sera pas aussi facile que le précédent. Ce monstre est bien plus fort et d'une classe bien supérieure à ses loups. Lui et ses loups du désert sont des adversaires complètement différents. Le gars saisit plus confortablement la poignée de son épée. Si ses caractéristiques n'avaient pas augmenté après avoir augmenté le niveau, il serait mort depuis longtemps. Même aujourd'hui, les blessures causées par les griffes ne sont pas encore complètement refermées. Gilles regarde avec étonnement le nouveau monstre réparer rapidement les dégâts qui lui ont été causés. Il fit pousser un nouveau bras à la place du bras coupé avec une facilité étonnante, comme si cela ne représentait pas la moindre difficulté. Une notification apparaît indiquant que le nom du monstre est Wandering Executor. Le exécuteur, vivant dans le désert de Rarknaya, a une vitesse parfaite. Il est ici au sommet de la chaîne alimentaire et se nourrit du sang de toute créature vivante. Une personne ne peut pas se cacher si l'exécuteur errant part à la chasse. Gilles pensait qu'il était prêt à rencontrer toutes sortes de monstres dans ce monde. Mais le pouvoir glacial de cette créature semblait le clouer au sol. Ce pouvoir inexplicable semble prendre le contrôle de son corps. C'est la première fois que le gars éprouve une horreur aussi inexplicable. Il réalise maintenant que sa chasse a déjà commencé. Cela lui fait ressentir un certain degré de désespoir. Le nouveau monstre n'a pas l'intention de perdre du temps et se précipite immédiatement à l'attaque. Ses mouvements sont rapides, nets et précis. Gilles serre nerveusement les dents, une goutte de sueur salée coulant sur son visage tendu. Pendant ce temps, le Wandering Executor lui tend déjà la main. À la dernière seconde, le gars parvient à esquiver l'attaque. Il esquive, bloque et pare chaque coup du monstre, utilisant toute son expérience et son habileté. Vous savez, je m'en fiche, il pense. Gilles décide d'accepter ce combat avec honneur et de ne pas laisser le monstre se suicider. Il ne sera plus victime d'intimidation. Le monstre se déplace comme un vent insaisissable, esquivant les violents coups d'épée. Ses mouvements sont bestiaux, chaotiques. Il n'adhère à aucune règle et n'épargne pas l'ennemi. Le gars ne peut pas suivre la vitesse du monstre. 1 minute, c'était juste devant votre visage. Et maintenant, cela clignote déjà quelque part derrière vous. L'exécuteur errant cherche à coincer Gilles, utilisant la peur et la terreur comme arme. Le gars ne parvient pas à parer un autre coup puissant et est jeté sur le côté. Gilles tombe au sol, respirant lourdement et désorienté. Frapper une surface en pierre lui provoque une douleur intense qui imprègne tout son corps. À la dernière seconde de sa chute, il parvient à toucher le sol avec la lame de son épée. Il lui faut quelques secondes pour reprendre son souffle. Maintenant, il comprend exactement de quelle vitesse élevée de ce monstre le système de jeu l'a mis en garde. Le gars reprend rapidement ses esprits et se prépare à se battre à nouveau.
Mais peu à peu, ses forces le quittent, et rester debout devient de plus en plus difficile. « Alucalou ?» Le monstre lui dit quelque chose d'incompréhensible. Gilles n'a même pas le temps de comprendre quoi que ce soit avant que l'exécuteur soit déjà à nouveau à côté de lui. Le poing lourd du monstre s'écrase dans son ventre comme un marteau. Le visage du gars se tord de douleur et il laisse tomber sa propre épée. Ce coup le plie en deux et le gars saisit la zone blessée. Jill se penche, impuissante, et tousse de façon irrégulière son propre sang. Ce coup aurait très bien pu lui coûter la vie. Que fait ce monstre au juste? Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir un sourire menaçant sur le visage de l'exécuteur. Il délivre un autre de ses coups les plus puissants. Le gars retombe au sol en serrant les dents de douleur. Alucalou, le monstre répète encore et tend son épée au gars. Pourquoi fait-il ça? Jill réfléchit. On ne sait pas exactement ce que cette terrifiante créature attend de lui. En réponse à une question silencieuse, le monstre lève la paume vers son cou, montrant une action tout à fait compréhensible. Il invite Jill à tenter à nouveau de le tuer. Maintenant, il ressemble à un chat qui a attrapé une souris et n'est pas pressé de manger sa proie. Il souhaite d'abord s'amuser avec sa victime avant de commencer le repas. Par conséquent, le gars prend l'épée et la bataille continue jusqu'à l'aube. Une fois de plus, Jill tombe au sol. La durabilité de son arme a déjà été réduite de 80%. Ce monstre est trop rapide et il n'y a aucun moyen de le frapper avec des attaques régulières. Jill ne peut rien faire lorsque l'exécuteur l'attrape par le col de sa chemise et l'entraîne vers lui. La main du monstre atteint sa gorge. Il attrape le gars par le cou et le soulève facilement dans les airs d'une main, comme s'il ne pesait rien du tout. « Humain !» dit le monstre d'un ton moqueur. « Peut-il parler ?» Jill est perplexe. Un homme faible comme un asticot. Le monstre continue de se moquer. Le gars se remet du choc et d'un seul mouvement prive à nouveau le monstre de sa main pour se libérer. Il se retire rapidement à une distance sûre. Ce monstre est comme un méchant insecte, il en est sûr. L'exécuteur regarde calmement sa main se régénérer. « La dernière fois que j'ai rencontré des gens intéressants, c'était il y a 100 ans, rit-il. « Tu es intéressant aussi, lui répond Jill avec colère. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas senti son sang bouillir. Sa famille, ses amis et sa vie passée sont désormais très loin de lui. Par conséquent, Jill n'a aucun droit moral de les abandonner et de mourir ici. « Attendez-moi !» Le gars crie. Les pensées envers ses proches lui donnent une nouvelle force. Une fois de plus, la silhouette du gars est enveloppée d'une lumière chaude et brillante. Ses yeux brûlent de rage et d'un désir incessant de victoire. La lumière devient plus grande et plus forte, enveloppant complètement la silhouette du jeune homme. Les cheveux de Jill semblent électrisés. Sa volonté de combattre activa la bénédiction particulière de la déesse Latone. Le gars obtient plus de 100 points pour tous ses attributs, tels que la vitesse, la force, les dégâts et l'endurance. Avec une force renouvelée, il lève à nouveau son épée au-dessus de sa tête, une fois de plus prêt à poursuivre la difficile bataille. « Maintenant, tu ressembles à quelqu'un qui a du pouvoir. » Le monstre lui dit. Cela rend le jeune homme encore plus en colère. Désormais, ses mouvements sont encore plus rapides et précis, et son regard est plein de courage et d'une volonté inébranlable. Le monstre continue de rire, son rire résonnant dans tout l'espace, comme pour se moquer des efforts désespérés du jeune homme. Jill lance une autre attaque, son épée scintillant comme un éclair, coupant l'air avec une fureur folle. Il lance une série de frappes rapides, essayant de briser les défenses du monstre, mais ses attaques rebondissent toujours sur le monstre comme une sorte de pierre. Cela provoque la rupture permanente de son épée et elle se brise en un tas de petits morceaux inutiles. Mais cela n'arrête pas le gars. Il jette de côté l'arme désormais inutile et continue la bataille. Désormais, ses propres poings deviennent son arme. Il attaque le monstre avec une fureur incroyable, délivrant des coups rapides et précis sur le corps, essayant de trouver les points faibles. Il entend changer les idées établies de ce monstre sur les gens. La bataille devient encore plus féroce et une énorme quantité de poussière provenant des sables du désert s'envole dans les airs. La poussière retombe lentement, créant une brume épaisse à travers laquelle les rayons du soleil peuvent à peine pénétrer, et le regard du gars ne peut pas trouver le monstre à l'endroit où il se tenait il y a une seconde. Jill, respirant lourdement, regarde autour de lui, essayant de déceler le moindre signe de la présence d'un monstre. Soudain, il sent une légère brise derrière lui, et son instinct lui crie au sujet du danger. Le gars se retourne brusquement, mais le fait trop tard. Le monstre saute comme s'il venait de nulle part. Ses pattes griffues se balancent pour frapper et atteindre la cible. Mec, espèce de faible asticot. L'exécuteur se moque encore. Le gars s'agenouille à côté de lui,
incapable de se relever. « Je ne peux pas le vaincre ?» Il réfléchit désespérément. Avec un rire bruyant, le monstre s'envole dans les airs juste au-dessus de sa tête. Une lueur bleuâtre de son pouvoir commence à se rassembler dans la paume de l'exécuteur. L'apparence de la créature change, devenant encore plus effrayante et effrayante. « Au revoir, mec !» dit-il en regardant le gars. Gilles ne peut que regarder, impuissant, le monstre concentrer ses forces pour le coup final. À ce moment-là, le gars semble être transpercé par un sentiment d'impuissance et comprendre que tous ses efforts ont été vains. Il se figea, incapable de bouger, réalisant que c'était le coup final et fatal. Le exécuteur agite la main et une vague d'énergie mortelle jaillit de sa paume, frappant directement à l'endroit où se trouve le gars. Il est projeté en l'air par une onde de choc, éclaboussant des gouttes de son sang partout. Il y a un moment de silence assourdissant, rompu seulement par le sifflement du vent, permettant au bruit d'un corps qui tombe de se perdre dans le chaos. Vais-je mourir? C'est la dernière chose à laquelle Gilles a le temps de penser avant de perdre connaissance. Le joueur est mort, indique la nouvelle inscription. Un certain temps s'écoule avant que Gilles ne se réveille à nouveau. Il est sur un lit dans une pièce qui ne lui est absolument pas familière. Le gars est envahi par un rire nerveux. Suis-je toujours en vie? Il est surpris. A-t-il vraiment quitté le jeu? Gilles ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Où se trouve-t-il exactement? Il y a encore une fenêtre de jeu devant lui, ce qui signifie qu'il est toujours enfermé ici. Réaliser cela à nouveau rend le gars découragé. Cependant, il est évident qu'il a été tué par ce monstre et qu'il repose maintenant ici, indemne. Comment se fait-il qu'il n'y ait même pas une seule blessure sur son corps? Réfléchit-il en soulevant son t-shirt et en regardant autour de lui à la recherche de blessures non cicatrisées. Soudain, la porte de la chambre s'ouvre. Une belle fille vêtue d'une robe légère entre prudemment à l'intérieur, tenant fermement quelque chose dans ses mains. « Avez-vous déjà repris vos esprits ?» Elle est surprise. Gilles la regarde avec perplexité, figé dans la position dans laquelle il examinait l'absence de blessure sur son corps. Il salue maladroitement, baissant immédiatement son t-shirt. « Grand-père Ube, il est réveillé !» La fille crie fort. « Suis-je dans un village de débutants ?» Le gars réfléchit. En ce moment, le grand-père Ube est en train de planter de la végétation dans la rue près de sa maison. Il lève la tête lorsqu'il entend son nom être appelé. Assez vite, l'homme rentre à la maison. « Vous dites que vous avez été tué par ce monstre ?» Après avoir écouté l'histoire du gars, il clarifie. « Oui, ça a traversé la poitrine », confirme Gilles. Il apprend que le grand-père d'Ubé est récemment allé chasser comme d'habitude et l'a trouvé par hasard. Il s'avère qu'il était en train de mourir, mais par miracle, il a quand même pu survivre. Pourtant, il n'est pas du tout de la partie et pas du tout dans le village des débutants. Ce n'est pas du tout un jeu. Le gars est surpris, car il est sûr que c'est un monde de jeu et qu'il y a une sorte d'erreur. Il a une idée pour prouver qu'il a raison. Le gars appelle la fenêtre de jeu pour la montrer à de nouvelles connaissances et les convaincre. La fille et Ube regardent attentivement l'endroit vers lequel le gars les indique. Gilles leur montre avec diligence la barre des tâches, l'équipement, la barre d'état du système et la carte. Cependant, il ne se rend pas encore compte que ces deux-là ne voient rien de ce qu'il essaie de leur montrer. Gilles se plaint qu'il n'y a absolument aucun lien avec le monde extérieur ici et qu'il ne peut même pas trouver la carte d'identité de Xiaomei. C'est pour ça qu'il ne sait pas comment sortir d'ici. « Je veux rentrer à la maison. » Le gars crie de désespoir. Il n'est pas prêt à entendre la réponse de grand-père Ube. « Personne ne sait comment sortir du désert de Laton, » lui dit l'homme. « Comment est-ce possible et comment en êtes-vous arrivé là ?» Gilles est perplexe. La jeune fille lui explique qu'il y a quelques années, alors qu'elle se trouvait sur le continent de Bergama, elle et son grand-père ont été pris dans un orage alors qu'ils chassaient un titanosaure et se sont réveillés ici. Grand-père croit qu'il se trouve dans le désert légendaire de Laton, où même les dieux sont piégés. Vous ne pouvez obtenir la liberté qu'en trouvant la salle des ancêtres d'Herpie. Selon la légende, la partie du désert où il se trouve est un labyrinthe sans fin et personne n'a jamais réussi à en revenir vivant. Petit à petit, tous ceux qui arrivent ici acceptent leur sort et abandonnent, sans même espérer retrouver la salle de leurs ancêtres. Car au lieu d'aller vers une mort certaine, il vaut mieux bien vivre cette vie. Chaque année, une personne se retrouve dans ce désert. Mais grand-père Ube n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui sortait d'ici. Il conseille au gars d'accepter cela et d'aller plus tard avec sa petite fille Sally se promener dans la ville. Gilles est toujours convaincu que c'est impossible, et en fait il est vraiment dans une sorte de jeu. Les pensées du gars sont interrompues par l'apparition d'un nouveau panneau avec une tâche. « Vengeance de la mort prématurée d'Herpie », dit l'inscription.
Il est désormais clair que grâce à la protection de l'esprit d'Herpie, Jill a réussi à ressusciter et en retour, il doit l'aider à déverrouiller le sceau. Il faut trouver un temple dans le désert de Latone, vaincre le monstre Nabulusi gardant le sceau et libérer Herpie. En récompense, en plus du sceau, il recevra la clé du désert de Latone. Même après tout ce temps, Jill ne comprend toujours pas pourquoi il s'est retrouvé ici. Cependant, il a désormais au moins un objectif clair. Il vous suffit de trouver le temple Herpie et de terminer la mission. Le moment venu, il trouvera certainement un moyen de sortir d'ici. Le gars réfléchit tranquillement à tout cela, assis confortablement sur l'herbe verte sous le chaud soleil. Très vite, Sally le rejoint. Elle l'a cherché pendant une demi-journée et n'a pu le retrouver que maintenant. L'excuse de Jill est qu'il sort toujours se promener quand il n'a rien à faire. L'herbe, luxuriante et verte, se détache, comme par magie, laissant place à un désert sec. Sally lui dit que l'endroit où ils se trouvent actuellement est entouré de tous côtés par le désert. Par conséquent, où que vous alliez, le désert sera partout. Jill regarde autour d'elle tristement. Il semble que trouver le temple sera très difficile et prendra beaucoup de temps. Il doit quitter cet endroit à tout prix. Sally est sûre qu'aucun temple n'existe et Jill mourra tout simplement si elle part d'ici. Mais même ses paroles ne peuvent l'arrêter. Jill est déjà mort une fois et il retrouvera ce temple, quel qu'en soit le prix. Il part, exhortant la jeune fille à retourner en ville avec lui. Ils reviennent lentement, discutant de ce qui s'est passé en cours de route. « Veux-tu vraiment aller chercher ce temple ?» demande Sally bouleversée. Jill est confiant à 100% dans sa réponse positive. La jeune fille s'inquiète du fait que le désert soit infesté de monstres dangereux qu'une personne ordinaire ne peut pas gérer. Le gars pense que ses capacités de combat sont tout à fait exceptionnelles et qu'il sera capable de faire face à ce problème. Leur conversation est interrompue par des éclairs du pouvoir violet inhabituel de quelqu'un. C'est la première fois que Jill voit cela. Une forte explosion retentit à quelques pas du couple, envoyant de la poussière et des petits cailloux dans les airs. Le nuage de poussière soulevé par l'explosion, tel un rideau géant, cache tout ce qui l'entoure pendant un instant, et le son résonne encore dans vos oreilles, faisant battre votre cœur plus vite et votre corps se tendre en prévision. Grâce à cette sonnerie, on peut entendre des pas tranquilles. Un groupe de 3 personnes inconnues de Jill, avec des sourires satisfaits sur leur visage, se dirige vers eux. Le poisson est accroché. L'un d'eux rit avec un sourire sanguinaire. Toussant à cause de la poussière, Jill se couvre la bouche avec sa main, essayant de distinguer la source du son. Il se rend compte qu'il doit d'abord comprendre ce qui se passe avant de passer à l'action. Jill jette un coup d'œil à Sally, et ses yeux s'écarquillent de surprise lorsqu'il voit son corps englouti dans des flammes vives, comme si elle était elle-même devenue un feu vivant. Ce feu n'a pas l'air naturel, c'est plutôt une manifestation de sa force intérieure, violente et imparable. « Nous voilà à nouveau, Sally !» Le même gars sourit. « Encore toi, Boban ?» lui répond la jeune fille avec mécontentement. Jill ne comprend pas de qui il s'agit et pourquoi ils les ont attaqués. « J'ai complètement oublié de dire que les voleurs seront pires que n'importe quel monstre, » lui répond Sally. « Ils ne veulent pas chasser dans le désert, alors ils volent les autres, » dit-elle avec amertume et haine dans la voix. Ces non-entités vivent en tuant les leurs. Le chef des voleurs est à nouveau enveloppé dans cette lueur violette de son pouvoir. De quel genre de capacité s'agit-il? Jill est perplexe. Avec la fille, il se fige face aux voleurs, prêt à toute tournure des événements. Le leader rit encore en disant qu'il ne sera pas aussi facile pour Sally de s'échapper aujourd'hui que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. La jeune fille est à nouveau enveloppée dans la lueur ardente de son pouvoir. « Retourne voir grand-père Hubé, je peux gérer ça ici !» Elle crie à Jill. À ce moment-là, Hubé se tient calmement près de leur maison, observant le temps changeant. On dirait que la tempête recommence. L'homme reste cependant calme en regardant les nuages sombres qui approchent. Soudain, un coup de tonnerre brise le silence tel une explosion, suivi d'éclairs qui transpercent le ciel nocturne à une vitesse alarmante. L'homme avance lentement. Tout ce à quoi il pense, c'est que sa petite fille Sally aurait déjà dû rentrer chez elle. À cette époque, la tension entre Sally, Jill et les voleurs ne fait qu'augmenter. Le chef du gang lui rappelle que le pouvoir de la jeune fille ne peut lui nuire, quels que soient ses efforts. Il exige qu'elle vienne avec lui, et peut-être qu'il épargnera cet idiot à côté d'elle. « Et ne rêvez pas !» La jeune fille lui répond en criant. « Alors ne me blâmez pas d'être impoli !» sourit Boban. Sally essaie toujours de renvoyer Jill chez lui assurant qu'il trouvera un moyen d'appréhender ses voleurs. « Pas besoin !» le gars lui répond tranquillement. La jeune fille est surprise et intriguée par cette réponse. Jill explique que le mot « évasion » ne lui est pas familier.
Bien qu'il ne se connaisse que depuis peu de temps, il n'est certainement pas le genre de personne qui peut abandonner son camarade dans les moments difficiles. Le discours enflammé du gars est interrompu par la main de Boban, qui se précipite droit sur son visage. Gilles s'avère non préparé à une attaque aussi soudaine et n'a pas le temps de repousser l'attaque. L'onde de choc de cette attaque rejette Gilles en arrière et il s'écrase avec force sur un arbre voisin, tandis que Sally ne peut que regarder, impuissante. Boban est content de lui et ne manque pas le moment de se moquer du gars et de montrer sa supériorité. Ici, il est d'usage de prouver quelque chose non pas avec des mots, mais avec force. Le chef des voleurs sourit et sa voix est pleine de poison et de complaisance, démontrant sa force et son pouvoir. Il ne s'attend pas à ce que Gilles prenne son poignet avec assurance, retirant la main de l'autre personne de son visage. Le voleur était sûr que son adversaire était vaincu et effrayé, mais cela s'est avéré complètement faux. « Est-ce qu'attaquer par derrière est la force dont vous parlez ?» demande Gilles, continuant à tenir le poignet du voleur sans effort. Boban, toujours abasourdi par l'assurance et le causticisme de Gilles, n'a pas le temps de réagir quand, sans lâcher son poignet, il lui frappe le visage avec son poing. Le voleur saute avec dégoût, libérant enfin son poignet de la poigne serrée du gars. Se trouvant en relative sécurité, Boban saisit douloureusement son bras blessé. « Ce type m'a foulé le poignet. » Il comprend avec étonnement. Gilles pense que ce voleur est trop rapide, car même malgré l'augmentation des points d'agilité, il n'a pas pu remarquer l'attaque à temps et réagir correctement. Sally regarde Gilles avec inquiétude, mais en même temps, elle essaie de se concentrer sur les actions de Boban. « De quoi avez-vous besoin ?» demande-t-elle avec indignation dans la voix. « Je t'ai dit plusieurs fois d'être ma petite amie. » Le voleur lui répond. Il ne comprend tout simplement pas que cela soit impossible. « Est-il si en colère parce qu'il veut que tu sois sa petite amie ?» demande Gilles à Sally en rougissant, ce à quoi elle reçoit un consentement embarrassé. Cette scène amène Boban à décider que Gilles est son petit ami, et cette pensée le rend furieux. Sally répond que Gilles n'est que son ami, mais personne ne la croit. Quelle excuse pathétique! Boban soupire. Il demande à Gilles de venir à lui et de se battre d'homme à homme. Si le gars parvient à le vaincre, Boban laissera la fille tranquille. Un autre signe devant les yeux de Gilles l'informe qu'une nouvelle tâche est disponible, qui consiste à vaincre l'épéiste de l'ombre, et qu'en récompense, la capacité Shadow Madness sera reçue. En plus de la capacité, la récompense sera également la carte perdue du désert de Laton. Le gars comprend que s'il peut gagner et obtenir la carte, il aura une réelle chance de s'en sortir. Il relève donc le défi avec confiance. Boban est satisfait de cette réponse. Dans sa voix, on peut entendre non seulement de la moquerie, mais aussi de l'anticipation, comme s'il était déjà confiant dans sa victoire. À cette époque, ses acolytes observent avec intérêt l'évolution des événements, convaincus que le tout est de la jalousie. Sally doute que Gilles soit capable de vaincre l'épéiste de l'ombre le plus puissant de cette ville. « Cet épéiste est-il si fort ?» demande le gars. La jeune fille répond que tout épéiste qui utilise le pouvoir des ténèbres a un avantage en termes de vitesse. De plus, la puissance de ses attaques est tout simplement époustouflante, et la lame, enveloppée d'ombre, possède un énorme pouvoir destructeur. Gilles n'a pas peur de ce combat ni de la mort, car il est déjà mort une fois. Il a confiance en ses capacités. Le gars ne va pas mourir dans cette bataille, mais gagner et sortir d'ici. Il n'arrive toujours pas à comprendre comment sa vie parfaitement ordinaire s'est transformée en ceci. Il se rassure qu'il lui suffit de gagner cette bataille, puis il recevra la carte et quittera cet endroit détesté. Cependant, il ne parvient jamais à porter un coup car l'épéiste de l'ombre s'échappe constamment à la dernière seconde. Boban, comme s'il se dissolvait dans l'air, se retrouve instantanément dans un autre endroit, dès que Gilles parvient à concentrer la force dans le coup. Sa prochaine attaque rate à nouveau, ne laissant que le bruit sourd de son pied frappant le vide. Comme une créature de cauchemar, le Shadow Swordsman se déplace avec une vitesse et une grâce incroyables. Ses mouvements semblent rapides comme l'éclair et imprévisibles, comme s'il était capable de se téléporter. Est-ce vraiment tout ce que les gars que Sally aime peuvent faire? Boban rit bruyamment. Gilles trouve étrange que l'épéiste de l'ombre se contente d'esquiver, mais n'attaque pas. Sally décide de suivre les voleurs et d'envoyer Gilles après son grand-père Hubé, car elle est convaincue que lui seul est assez fort pour gagner ce combat. Mais le gars est catégoriquement en désaccord avec cette décision. Dans tous les cas, la bataille ne peut plus être évitée, mais s'il parvient à gagner, alors ils quitteront cet endroit oublié. Sally ne le comprend pas. Après tout, comment la victoire dans un combat peut-elle être liée à la possibilité de partir d'ici? Le gars à ce moment-là pense que depuis le tout début du jeu,
Tout ce qui se passe est dépourvu de toute connexion et logique. Après sa mort, il est miraculeusement ressuscité. Et maintenant, tout à coup, une notification est apparue indiquant qu'il ne peut obtenir la carte qu'en battant Bo. Interdire. Tout cela ressemble à un simple accident, mais pour une raison quelconque, il lui semble que quelqu'un est derrière tout cela. Boban est impatient de continuer la bataille. Il enfonce son épée profondément dans le sol et recommence à se moquer. Effrayé? Mais il est trop tard pour battre en retraite, rit le voleur. Gilles répond que le seul qui a peur de Boban ici, c'est qu'il ne fait qu'esquiver constamment les attaques. Ce n'est tout simplement pas amusant de combattre une merde désarmée. L'épéiste hausse les épaules. Puisque toi et moi nous battons en duel, que tout soit juste. Avec ces mots, il jette l'épée directement dans les mains de Gilles d'un seul mouvement fluide. C'était un lancer rapide et précis, le voleur maniant son arme avec grâce et aisance. Le gars attrape l'épée, sentant immédiatement la froideur de l'acier et la lourdeur du manche. Boban précise qu'il ne veut pas que Sally et ses subordonnés pensent qu'il bat simplement un homme non armé. Ses collègues s'étonnent que leur patron soit si gentil aujourd'hui. Sally regarde silencieusement ce qui se passe avec désespoir. Gilles répond que le voleur ne peut pas immédiatement dire qu'il respecte les règles, car le souvenir de cette ignoble attaque par derrière est encore frais. Je réagis juste rapidement dans une situation critique. L'épéiste de l'ombre est justifié. Maintenant, ils vont se battre dans un combat loyal. Peu importe comment exactement, mais Gilles doit gagner pour obtenir la carte. Boban compte bien lui montrer le véritable pouvoir des ombres. Gilles comprend que son avenir et sa capacité à sortir de ce foutu endroit dépendent de ce combat. Le gars fait une fente rapide, pointant la pointe de l'épée vers l'ennemi. Boban sourit d'un air suffisant. Il fait un brusque mouvement en avant, comme une ombre glissant sur le sol. Gilles, voyant Boban avancer, ne perd pas son sang-froid. Le combat prend de l'ampleur et la tension augmente à chaque seconde. L'épée de Gilles, décrivant des cercles rapides et précis, repousse les attaques de Boban. Le voleur, sans reculer d'un seul pas, continue de tourner autour de l'ennemi, ses mouvements devenant plus rapides et imprévisibles. Gilles essaie de prédire chaque attaque de son adversaire, analysant constamment ses mouvements. Mais l'épéiste de l'ombre utilise sa magie pour créer des illusions et tromper l'ennemi, détournant son attention et rendant sa défense difficile. Ces illusions l'obligent à être sur ses gardes tout le temps, ne lui permettant pas de se détendre ne serait-ce qu'une seconde. Des silhouettes sombres tournent autour de Gilles comme des fantômes, donnant l'impression qu'il combat plusieurs adversaires à la fois. Gilles sent ses forces se tarir progressivement et il commence à s'étouffer, et ses mains tremblent sous une tension constante. C'est mauvais. Le gars comprend. Sally l'appelle paniqué, mais n'a pas le temps de le prévenir. L'épéiste de l'ombre frappe. Gilles perd immédiatement 300 points d'expérience et n'en a plus que 700. Des gouttes de sang provenant de l'épée de Boban coulent lentement sur le sol. Il est sûr que Gilles ne pourra pas le vaincre. Cependant, il ne peut pas abandonner et décide d'utiliser ses capacités de guérison. Par conséquent, il accepte l'offre du jeu d'utiliser sa capacité. Il se rend compte qu'il doit utiliser toutes ses ressources pour survivre. En utilisant sa capacité, il arrête le saignement et restaure un peu ses forces, lui rendant des points d'expérience. Voyant cela, l'épéiste de l'ombre et ses serviteurs commencent à se moquer encore plus. « Un prêtre pathétique n'est pas digne de me combattre », dit Boban. « Avez-vous peur d'être gêné en perdant face au prêtre devant Sally ?» Gilles rit en réponse. Cela met le chef des voleurs dans un état de rage. Gilles exige de ne pas perdre de temps à parler et de continuer la bataille. Si tel est le cas, alors Boban a l'intention de lui montrer le véritable pouvoir de l'épéiste de l'ombre. Son ombre semble être arrachée de son corps, et l'instant d'après plusieurs copies exactes de lui apparaissent à côté de lui. Gilles, émerveillé par ce spectacle, reste momentanément sans voix. Les doubles de Boban entourent le gars de tous côtés, comme une meute de loups affamés. Ils se déplacent doucement et silencieusement. Leurs épées scintillent dans la pénombre, et, comme des marionnettes, attendent l'ordre de leur maître. Gilles essaie de comprendre ce qui se passe, et de comprendre comment les attaques de l'épéiste de l'ombre se produisent actuellement. Il ne sera plus si facile de le vaincre. J'en ai moi-même marre d'avoir eu pitié de toi quand j'ai découvert que tu étais prêtre. Boban parle avec haine, mais vous vouliez savoir quelle est ma véritable force. Et si oui, alors avant de mourir, je vous ferai voir la fameuse attaque de l'épéiste de l'ombre, qui ne peut être repoussée. Alors battons-nous. Gilles répond sans le moindre doute. Il est le premier à attaquer. L'épéiste de l'ombre pense que le gars est trop arrogant. Il permet à ses doubles de jouer un peu avec l'ennemi.
L'un d'eux, comme s'il obéissait à un ordre invisible, s'approche rapidement de Gilles. Le gars se tient debout avec confiance, avec l'intention de faire tout son possible pour repousser le coup. Il pense que s'il perd sa concentration ne serait-ce qu'une seconde, il pourrait être gravement blessé. Le gars prépare son épée, essaie de prédire la direction de l'attaque et resserre sa prise sur la poignée. Le double, voyant qu'il est prêt, décide de ne pas perdre de temps et se précipite sur Gilles avec une fureur sauvage. Le gars, armé de patience et de détermination, bloque le coup, et son épée, rencontrant la lame du double, émet un bruit de grincement fort et dégoûtant. Le double attaque à nouveau, mais cette fois ses attaques deviennent encore plus rapides et imprévisibles, comme s'il essayait de confondre Gilles, de lui faire commettre une erreur. Il ne reste plus au bonhomme qu'à tenter de repousser les puissants coups de l'ombre. Réalisant qu'une attaque directe ne produira aucun résultat, il décide de se mettre sur la défensive, se concentrant sur le blocage des attaques du double. Il comprend qu'il doit tenir le coup, attendre le moment et trouver une faiblesse dans sa défense. Cependant, ce double est trop fort et il est difficile pour le gars de repousser les coups ne serait-ce que de l'un de lui. Mais il y en a deux autres. Le gars manque presque le coup d'un des doubles, apparu soudain derrière lui. Boban est sûr que ce n'est que par miracle que Gilles a pu éviter son attaque et qu'il n'aura plus cette chance. Mais la fois suivante, le gars parvient à réagir à temps. Les sons des épées traversant l'air remplissent tout l'espace autour des adversaires. Gilles dévie un autre coup et l'épée tombe au sol avec un bruit sourd. Sally est surprise et choquée. Les autres voleurs regardent de la même manière avec une surprise silencieuse dans les yeux. Boban ne comprend pas comment le gars a réussi à esquiver le coup, car il visait droit vers son cœur. Que se passe-t-il ici? Il est perplexe. Gilles expire avec lassitude. Maintenant, il était très proche de la mort. Un nouveau panneau indique que le gars a reçu un bonus d'agilité et a débloqué une nouvelle capacité, Lightning Strike. Sa compétence passive est que face à un danger mortel, il acquiert des capacités en fonction de son niveau d'agilité. Lorsqu'il utilise la capacité Lightning Strike, il pourra esquiver toute attaque physique pendant 2 secondes. Mais la capacité ne s'applique pas aux attaques magiques. Mais néanmoins, lors de la prochaine attaque, son pouvoir est concentré en un seul endroit pour porter un coup fatal. Gilles comprend que sans cette capacité, il serait déjà allé dans l'autre monde. Au début, il pense qu'un double a déjà été vaincu et qu'il ne reste plus qu'au deuxième à s'occuper. Mais d'après le rire de l'épéiste de l'ombre, il se rend vite compte que ce n'est pas du tout le cas. Boban est sûr que le gars a eu de la chance d'échapper à nouveau à l'attaque. Cependant, ce n'était qu'un doublé et tout le plaisir ne faisait que commencer. Par ces mots, il lui rappelle l'épée. Se sentir désolé pour l'ennemi signifie se faire du mal, se rend-il compte. Lui et ses homologues ont sous-estimé ce type, mais il est temps de corriger cela. Les jeux sont terminés, dit le chef des braqueurs. Maintenant, chacune des ombres a 2 épées à la main. Gilles reste désarmé, mais cela n'enlève rien à sa confiance. Il serre les poings avec tension et attend la prochaine attaque. Ce combat sera décisif.